Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de Renault. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont persuadés que je déteste cette marque. D'ailleurs je pense que même Renault pense que je les déteste, ce qui n'est absolument pas vrai. Non, vraiment, il y a plein de choses chez Renault que j'aime, des choses qu'ils ont fait il y a longtemps ou des choses qu'ils font même maintenant. Je veux dire, la Mégane 4 RS par exemple, c'est une voiture géniale. Quand je l'ai testée, j'avais adoré. Et puis il faut dire que j'aime beaucoup Renault car ils n'ont pas peur de prendre des risques. C'est une marque qui vraiment innove assez régulièrement. Alors parfois ça marche, je pense notamment à la Renault Twingo. Il faut se rappeler que la Twingo quand elle est sortie c'était une énorme prise de risque. Ou alors parfois ça marche moins. On pense notamment à la Renault Wind ou encore au Kangoo Bebop par exemple qui étaient de sacrés échecs. Ou le plus gros échec de tous, je veux bien sûr parler du Renault Aventime. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Bon, avant de lancer cette vidéo, je voulais quand même réserver une petite minute pour le sponsor, qui n'est autre que Car Vertical, hein, comme d'habitude. Donc si vous comptez acheter un Aventime ou toute autre voiture d'occasion, faites un rapport sur le site Car Vertical. Il suffit d'avoir la plaque d'immatriculation française ou alors le numéro de châssis dans le cas où c'est une voiture étrangère. Ça vous permet de sortir un rapport qui sait si le kilométrage a été modifié, si la voiture a été accidentée, si la voiture a été volée, que ce soit en France, à l'étranger. C'est quelque chose d'assez mondial. C'est un rapport qui est vraiment super important quand on achète une voiture d'occasion. J'ai fait le rapport de ce véhicule. Heureusement, c'est une première main qui n'a jamais été accidentée, donc le rapport l'indique, il est complètement vide. Aujourd'hui, on parle du Renault Aventime, parfois décrit comme la voiture la plus moche de sa génération. Bon, juste derrière le multiplat, hein, faut pas déconner. Et en fait, l'histoire de l'Aventime commence il y a très longtemps. Pour bien comprendre l'histoire du pire échec de Renault, il faut d'abord que je vous explique l'histoire de leur plus énorme réussite, l'histoire du Renault Espace. En fait, on est au début des années 80 et Matra, c'est un bureau d'ingénierie automobile indépendant, a une idée intéressante, un monospace. Bon, il faut voir Matra comme une entreprise qui conçoit et fabrique des voitures pour ensuite les vendre à des marques afin qu'elles soient vendues dans leur réseau propre. En gros, il faut un prototype, dans notre cas un monospace, et ensuite il propose à des grands constructeurs. Par exemple, l'Espace 1, comme on le connaît tous aujourd'hui, a d'abord été proposé à Peugeot. Ouais, regardez ce prototype avec une face avant très caractéristique de Peugeot. Bon, vous imaginez le monde actuel si Peugeot avait accepté ? Bon, ils n'ont pas refusé le projet car ils n'y croyaient pas. Hein. Non, ils ont refusé le projet car ils n'avaient absolument pas les moyens de produire ce véhicule à cette époque. Bah ouais, Peugeot venait à peine de racheter Chrysler Europe. Et du coup, c'est bien Renault qui va dire oui à Matra et qui commercialisera donc l'Espace à partir de 1984. C'est une révolution dans le monde automobile. En effet, c'est la première fois qu'on se retrouve avec un véhicule aussi bien construit pour la famille, avec un plancher plat et un intérieur totalement modulable. Pourtant, au début, c'est la douche froide. Les gens sont complètement décontenancés par ce véhicule aux lignes trop modernes et au concept trop ambitieux. On est au milieu des années 80. Pour le grand public, l'Espace, c'est une sorte de camionnette. Mais ni Renault, ni Matra ne lâchent l'affaire. Malgré des ventes catastrophiques, en 1988, l'Espace restylé fait son entrée. Et le succès arrive enfin, l'Espace se vend, et il se vend même très bien. De 1984 à 1991, l'Espace 1 se sera vendu à plus de 190 000 exemplaires. Bien sûr, fort de ce succès, Renault demande un Espace 2 à Matra, qui sera vendu à 317 000 exemplaires. Puis en 1996, un Espace 3, vendu à 365 000 exemplaires. Mais à la sortie de l'Espace 3, Matra est prévenu. L'Espace 3, c'est leur dernier Renault Espace. En effet, l'Espace 4 sera un produit 100% Renault. Tant pis pour Matra. De toute façon, ils connaissent tout de suite la date fatidique. Le dernier Espace sortira de Romorantin en 2002. Pour Renault, les cadences de l'usine de Matra n'étaient pas suffisantes. En effet, Matra ne pouvait sortir de Romorantin que 300 véhicules par jour, alors que Renault voyait beaucoup plus grand pour l'Espace 4. Après cette annonce, Matra réfléchit à son avenir. Comme ils ont techniquement les droits de l'Espace 3, ils tentent de le recarrosser pour le vendre à d'autres marques. En effet, il suffirait d'en changer la motorisation, et c'est passé très près de se concrétiser avec Rover. Mais finalement, non. Ce n'est pas ça qui sauvera Matra. Heureusement, Renault et Matra ne sont pas contre de continuer à travailler ensemble sur un autre projet. Et Renault va même jusqu'à proposer à Matra de leur faire une Renault statutaire, une voiture de prestige. Mais chez Matra, on n'est pas chaud. Déjà parce que n'y a pas de moteur suffisamment noble
Le mieux qu'on a chez Renault, c'est le V6. Et puis concevoir une voiture d'une feuille blanche, ça coûte très cher. Donc Matra propose plutôt à Renault de faire une voiture statutaire, certes, mais sur base de Renault Espace, avec le fameux V6, et même que ce sera un coupé. Bon, la réflexion derrière tout ça, c'est de proposer à des personnes qui ont roulé en espace toute leur vie, une voiture statutaire mais qui reprend le concept de l'espace. Un coupé luxueux mais qui reprend la position de conduite haute qu'on apprécie tant dans un espace. Il faudra donc un design ambitieux, qui reflète ce côté statutaire, il faudra une motorisation noble, donc on part sur le V6, des matériaux riches, du cuir, et un concept atypique qui rend le véhicule ludique. En gros, Matra était à ça d'inventer le SUV coupé à la fin des années 90. Mais non, ils ont inventé le coupé espace. C'est un vrai mot, hein, c'est dans le dico et ça correspond que à l'Avantime. Renault est séduit par l'idée car de leur côté, ils sont justement en train de plancher assez fort sur un concept de véhicule haut de gamme qui se détache de la berline qu'on connaît tous. En gros, ils étaient en train de nous pondre le Velsatis. Également un cuisant échec, mais quand même beaucoup moins que l'Avantime. Le projet Avantime est lancé en 1997. C'est d'ailleurs Thierry Métrose qui en réalisera le design. Ouais, le même Thierry Métrose qui est désormais directeur du design chez DS. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je ne loupe jamais une occasion de lui dire à quel point je suis fan de l'Avantime. Selon ses dires, il aurait trouvé le design de ce véhicule en à peine 3 semaines en se basant sur le dessin du concept Velsatis sorti en 1998. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi tout le monde confond toujours le Renault Avantime et le Renault Velsatis, alors que ce sont deux véhicules radicalement différents. Beaucoup de personnes la trouvent affreuse alors que pourtant son design est assez précurseur chez Renault. En effet, ce véhicule est conçu un petit peu comme un concept car. J'imagine que vous vous souvenez tous du concept Renault Désir qui est sorti en 2008 et qui préfigurait complètement la face avant de toutes les Renault qui allaient suivre. Et ben j'ai l'impression que cet Avantime a été réfléchi un petit peu de la même façon puisqu'il y a énormément de petits détails qui ont été repris sur les modèles qui ont suivi. Je veux parler par exemple de toute cette face arrière qui est repris pratiquement trait pour trait sur la Mégane 2 qui est sortie quelques années après. Regardez cette vitre incurvée, regardez cette forme ici. Même les phares rappellent clairement la Mégane 2. Pourtant la Mégane 2 a été un énorme succès quelques années après. Comme quoi le design n'était pas si clivant, il était simplement en avance. On va aller sur l'avant et vous allez voir que c'est encore plus flagrant. Regardez maintenant ces phares avant qui reprennent très clairement, presque trait pour trait, les phares du nouvel Espace 4 qui est sorti quelques années après ce véhicule. Alors forcément, l'Espace prenait des phares qui étaient un petit peu assagis par rapport à ce modèle, mais encore une fois, c'est logique, le véhicule de série est toujours un petit peu assagi par rapport au concept car. Bon, bien sûr, je vous vois venir. Vous allez me dire, ok, la Mégane 2, l'Espace 4, c'est des véhicules qui sont relativement anciens et qui sont sortis juste après cet Avantime. Ça ne veut pas dire qu'il a inspiré des modèles beaucoup plus récents. Par exemple, est-ce qu'il a inspiré l'Espace 5? Est-ce qu'il a inspiré le dernier Capture? Eh bien, ouais. Regardez bien ça. Regardez cette arche en alu ici, que l'on retrouve sur la version initiale Paris du tout dernier Capture. Regardez, on a la couleur sur le bas, on a l'arche en alu au-dessus, exactement comme le Capture. Autre petite subtilité, regardez bien cette forme sur le Capture que l'on retrouve exactement ici sur l'Avantime. C'est quand même fou. D'ailleurs, cette forme, on la retrouve également sur le nouvel Espace 5. Comme quoi, ce véhicule, 15-20 ans après, il inspire encore sur les Renault actuels. Je vous assure, c'est un concept car, ça n'avait rien à faire sur la route. Ce véhicule s'apparente tellement à un concept car qu'il y a des décisions au niveau technologique qui ne font aucun sens sur de la série. Regardez par exemple la longueur de cette porte. Clairement, lorsque l'on va dans un parking, dès qu'on ouvre la porte, elle s'ouvre beaucoup trop grande, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Sur un véhicule de série, on se serait dit, ok, c'est complètement con, on va réduire la porte et on va régler ce problème. Sur un concept, on peut se permettre de taper un petit délire et de créer une porte avec une double charnière, avec une cinématique qui est complètement improbable, qui coûte un fric fou et qui donne des portes de 55 kg. Cette porte fait 55 kg. Celle en face également, ça fait 110 kg de porte sur cette voiture. Un autre délire qui ne fait sens que dans un concept car, c'est la touche grand air. Alors c'est génial, mais ça ne fait aucun sens sur un véhicule de série. Ce toit ouvrant est le toit ouvrant le plus grand de toute l'industrie automobile. Ils ont mis des mois à le développer.
Autre subtilité technologique de la touche grand air, il n'y a pas de pilier B. Regardez, ici c'est complètement ouvert dès qu'on descend les vitres. Alors c'est magnifique, c'est génial et c'est super agréable, mais sur un véhicule de série, c'est de la folie. Le coût de développement pour supprimer ce pilier B est énorme. Imaginez à quel point il a fallu renforcer cette arche au-dessus pour garder en structure au niveau de la voiture. Autre souci, lorsqu'on supprime le pilier B, où est-ce qu'on accroche la ceinture? Eh bien, on les intègre directement dans le siège. Vous imaginez le prix et le poids d'un siège comme ça. Surtout qu'il faut quand même qu'il soit rabattable pour pouvoir accéder aux places arrière. Donc, ça nous donne un siège qui coûte une fortune. Ça fait sens pour un concept, beaucoup moins pour de la série. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en 99, soit 2 ans avant la sortie officielle de l'Aventime de série, on nous le sort ce fameux concept. On sort un concept Aventime en rouge de Mars, magnifique, et il est annoncé dans la presse qu'il est à 95% identique du modèle de série. Mais tu m'étonnes qu'il est à 95% identique, puisqu'en réalité c'est un modèle de série qui était déjà fini et qu'ils ont un petit peu conceptéifié entre guillemets. En fait, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement mis des jantes un peu plus grosses, refait un petit peu l'intérieur, mais en gros, c'était déjà une version de série, quoi. Le but de l'opération en sortant ce concept, c'était en fait de ne pas surprendre de trop la clientèle. En gros, on voulait sortir un concept pour dire aux gens, attendez les gars, c'est pas très grave, le véhicule est un peu étrange, mais en réalité, vous aurez 2 ans pour vous y habituer, quoi. Le souci, c'est qu'en 2001, quand le véhicule est sorti, les gens ont quand même été particulièrement surpris par le design relativement moderne et le concept assez novateur du véhicule. Bon, comme on le sait, les clients ne se sont pas rués sur ce Renault Aventime. Et un petit peu comme avec l'Espace 1, ce qui en ressort quand on pose la question aux clients, c'est que en gros, le design était bien trop clivant et que le concept était trop novateur. Exactement comme l'Espace 1, c'est fort dommage. Il faut dire aussi qu'à la sortie, ce véhicule n'est proposé qu'en V6 boîte manuelle, à une époque où le diesel est roi et où on commence à vouloir des boîtes automatiques pour des véhicules qui sont faits pour faire de la route. Bon, évidemment, très rapidement, Matra et Renault tentent de régler le problème. Ils vont proposer une version 2,2 litres DCI de 150 chevaux et une version 2 litres turbo essence de 165 chevaux. Mais ça ne suffira pas. Ils tentent également de baisser le prix du véhicule. En effet, à la base, on est sur un véhicule à près de 50 000 €. C'est beaucoup trop. Et donc, on tente des versions beaucoup plus bas de gamme, quitte à en ruiner le concept. Il faut savoir qu'il y a des versions qui ont été proposées sans le toit ouvrant. Je trouve ça complètement aberrant. Malheureusement, comme on le sait maintenant, ces efforts ont été faits complètement en vain, puisque après 20 mois de production et environ 8500 exemplaires vendus, Renault dit stop, on arrête les frais, et ils ont tué l'Aventime. Et ils ont tué Matra par la même occasion. Forcément, on est tenté de se demander ce qu'il se serait passé si, comme pour l'Espace 1, Renault avait autorisé de tenter une phase 2. Le pire, c'est que Matra était pratiquement prêt. Plusieurs études avaient déjà été menées et il était prévu de sortir la phase 2 en 2005. Parmi les développements, il y a eu de sacrées avancées côté moteur. Le V6 de l'Aventime est en fait le même que celui de la Clio V6. Bon, forcément, il est modifié de façon à avoir plus de couple en sacrifiant la puissance à haut régime, ce qui est logique pour un véhicule de grand tourisme. Cela dit, chez Matra, on voulait les deux, le couple et la puissance. Plusieurs développements sont lancés afin de proposer un V6, peut-être turbo, ou peut-être biturbo, ou peut-être même compresseur. Le but était d'obtenir environ 300 chevaux. Aujourd'hui, nous savons que certains prototypes d'Aventime ont délivré en 2002 plus de 300 chevaux sur un banc de puissance, et on atteint des vitesses de pointe dépassant les 260 km/h. C'est un V6 biturbo de 300 chevaux qui aurait été retenu pour un Aventime phase 2 s'il était sorti. D'ailleurs, il y a aussi eu des recherches côté design. En effet, le retour client était très critique sur le biton. Autant maintenant tout le monde adore, autant en 2001, les arches couleur alu, ça passait pas trop. Donc on estimait qu'il était possible que sur la phase 2, on propose des arches teintes ton carrosserie. Côté teinte, il y a eu pas mal de recherches également d'ailleurs. Ça me fend le cœur, mais ce vert taïga devait disparaître au profit d'un bleu. Il devait également y avoir un jaune et un doré. Mais le plus surprenant, c'est qu'il devait y avoir deux nouveaux gris et un nouveau vert. Et on sait exactement à quoi ces trois couleurs ressemblent, car un nombre très limité d'exemplaires sont sortis des chaînes dans ces teintes de phase 2. À la vue des chiffres de vente, les ambitions pour cette phase 2 sont vite retombées. Puis elles ont fini par être totalement abandonnées quand Renault a dit stop. En vrai, c'est dommage, ça aurait peut-être pu marcher. Alors personnellement, j'adore ce véhicule pour plusieurs raisons. Déjà, ce côté concept car qu'on a mis sur la route. Franchement, c'est à croire qu'on a mis
aucune limite aux ingénieurs et aux designers, c'est à peine si on leur a dit qu'à un moment il faudrait que cette voiture soit légalement roulable sur route, quoi. Je salue vraiment Renault pour cette prise de risque et c'est vraiment cool qu'il y ait des marques qui osent faire des trucs pareils. Mais j'adore aussi ce véhicule pour sa rareté. Vous imaginez, il n'y a que 8500 modèles qui ont été produits de cette voiture, tout pays confondu, toute motorisation confondue, et spécialement cette configuration-là, avec cette couleur, qui est vraiment extrêmement rare. Je trouve ça passionnant comme voiture. Et forcément, j'aime également cette voiture juste pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un concept complètement fou, un V6 de 210 chevaux avec un châssis qui est plutôt pas mal, une touche grand air qui me permet d'avoir l'impression d'être dans un cabriolet. Je veux dire, cette voiture est complètement improbable et j'adore ce concept. Et d'ailleurs, j'aime tellement cette voiture qu'il y a un truc qu'il faudra que je vous dise dans quelques jours. Ceux qui me suivent sur Instagram, ne spoilez pas. Allez, bye bye.